Très bien. Alors, Erev Tov à tout le monde. Bon, encore une petite erreur cette semaine dans les horaires. Donc, on va tâcher de corriger pour la semaine prochaine. Dans la mesure où nous faisons un 8 ici à 9h moins quart, donc 8h45 heures françaises. Donc, il faut qu'on s'arrête. Donc, je pense que ça serait bien que nous fixions donc de 7h30 à 8h30 française, ou bien, si c'est difficile pour les gens, donc on va dire de 8h moins quart à 9h moins quart. Voilà, on verra avec Gérard le choix qui arrangera le maximum de personnes. Quelques minutes pour dire, comme on a l'habitude, donc des mots de chizouk, on a toujours besoin de chizouk. L'halakha nous attache à Dieu. L'arba mot de l'halakha, les 4 coudées de l'halakha nous attachent à Dieu, mais il faut toujours être mitrazek dans la voie de Hachem et dans ces parachutes tellement riches, l'Echlecha, Vaïra. On va prendre un petit point. Abraham Oavi, c'est marqué dans la Torah que Dieu nomme Abraham Oavi, celui qui m'aime. Eh bien, cette personne qui a l'immense mérite que Dieu l'appelle Abraham qui m'aime, donc ça veut dire dans la mida, dans la caractéristique, dans le trait de caractère le plus fort, c'est l'Ahava. On sait que Abraham Avinu, c'est le symbole, c'est le parangon, c'est la tête du chesed, de la bonté. Eh bien, il a parlé durement à Dieu. Abraham Oavi Daber Kashot El Hashem. Est-ce que celui qui aime Dieu, celui qui se caractérise par sa bonté, qui est par la douceur, par la Rachmanout, eh bien, il parle durement, ben oui. Vayigash Abraham, Omer Aav Tispe, il s'approche, il parle à Hashem, il marchande. Vous connaissez tous le marchandage entre Dieu, entre Abraham Avinu et Dieu, pour essayer de sauver le maximum de personnes de Sdom V'Amora. Et Rashi nous explique Nichnas Abraham Ledaber Kashot. C'est introduit, il a commencé à parler durement, si on peut dire à Hachem, il s'est permis de parler durement. Or, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'Abraham Avinu, il s'habille d'une mida, il s'habille d'une caractéristique, d'un trait de caractère qui n'est pas le sien, qui est la mida takvura. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Dans sa nature, il est bon. Et donc, c'est extrêmement étonnant de voir qu'il a changé sa nature pour marchander avec Hachem. La Nekuda, elle est simple, le point, il est simple. Regardez tout ce qui est marqué là-dessus, regardez toutes les sirotes. Eh bien, en l'occurrence, le point qu'il faut retenir d'ici, c'est quand il faut sauver son prochain, lorsqu'il faut être matil pour faire Atzalat Nefashot, que ce soit des Atzalat Nefashot que l'on doit faire au niveau spirituel, que ce soit des Atzalat Nefashot qu'il faut faire au niveau matériel. Il faut sauver quelqu'un, eh bien là, il faut briser ses midot habituelles, tivayot, naturelles, pour réussir. Et c'est quelque chose qui est demandé à chacun d'entre nous. Vous savez très bien que Maaseh Avot Siman Abanim, les actes des Avot, qui s'appellent les Avot pas pour rien, c'est les pères fondateurs du clan d'Israël. Ce sont des simanim, ce sont des balises de la marche de leurs enfants, petits-enfants, leurs descendants, à savoir que quand il faut sauver son prochain, s'il faut employer des méthodes qui sont parfois des méthodes de gvoura, pas de violence, Rav Shalom, mais de gvoura, eh bien, il faut s'habiller de ces choses-là. Il faut tout faire. Je vous apporte les mots. Alav la'asot kol ma shefshar ou nasot et kol ha'efsharuyot. Il faut faire tout ce qui est en son pouvoir. Il faut profiter de toutes les occasions, de toutes les possibilités, même si quelquefois il faut briser sa nature, sa tendance naturelle à la bonté. Il faut s'habiller de sévérité, mais pour arriver au résultat. Et donc, c'est un point à méditer. Vous savez, il est très, très, très bon quand on fait le mashrashi, on a dit dans Fichitat, de prendre chaque jour un pasouk du chumash, un rashi du chumash, être mitbonen, réfléchir et le faire soi. Ce ne sont pas des connaissances au sens des yédiot, c'est des connaissances au sens da'at. Da'at, comme la Chassidut explique longuement, c'est la chose itkashrut, un langage d'attachement.
profondément attachement à l'idée que l'on vient de comprendre. Donc, cette idée que je viens d'émettre ici, pour que chacun essaie d'y réfléchir et d'apprendre de Abraham Avinu que parfois, il faut être sévère, parfois, il faut aller au-delà de ces tendances naturelles parce qu'il y a quelqu'un à sauver. Et les personnes à sauver, ça peut être ses enfants, l'école. Il faut parfois discuter avec les mashpiyim, ceux qui ont une influence sur nos enfants. Quand il faut savoir parfois élever un petit peu la voix, bien sûr en prenant conseil. On est loin d'être aussi compétent que les mashpiyim, que les enseignants, mais ne pas avoir honte, ne pas avoir peur de dire, puisqu'il faut sauver quelqu'un, puisque mon fils doit réussir, puisque ma fille doit réussir dans ses études, dans sa hirat shamaim, dans tous ses comportements, eh bien, s'il faut aller au-delà de ses forces, on ira au-delà de ses forces. Voilà un petit, on dit toujours petit enseignement, c'est une manière de parler, comme les gens qui demandent au Rav une petite question. Les questions sont petites, mais les réponses demandent de grands développements parfois. Donc, s'attacher à cette mida d'Abraham Avinu, à savoir faire le contraire de sa nature. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs dans la Akedat Yitzhak, on traduit le sacrifice, le sacrifice, c'est la légature. Il a attaché son fils, il a fait exactement le contraire de sa nature. Toute sa nature, c'est de répandre la Elohut. Toute sa nature, c'est de dire que Dieu est bon, il faut être bon, et puis Dieu lui demande quelque chose de terriblement contraire à sa chita, terriblement contraire à ce qu'il pense, à ce qu'il est, à son essence profonde, à savoir tuer son fils. Eh bien, il a montré que quand il fallait contre sa nature. Voilà donc le petit enseignement de Chizouk. Et juste, est-ce que vous pensez que je peux poser la question de la race sur l'Itilat Yadayim maintenant, ou c'est dans un autre sujet? Si vous pouvez poser la question, mais je me réserve le loisir. J'y réfléchis, comme vous m'avez demandé tout à l'heure. Je préfère, comme c'est quelque chose qui demande un petit développement, je préfère la semaine prochaine vous expliquer exactement le Korot. Ça serait beaucoup mieux comme ça. Très bien. On pourra poser la question pour intéresser les Talmudim, mais ensuite, la réponse, on va le développer la semaine prochaine. Très bien, merci beaucoup. Voilà. Alors, donc nous avons commencé, d'abord, je vous rappelle le plan, les grands klalim de Shabbat, puis nous avons commencé maintenant les melachot. On a parlé de la melacha de Zoréa, donc planter. Maintenant, on va parler de la melacha de Choresh, labourer. Labourer, chacun sait ce que c'est retourner la terre, la rendre meuble. Donc, tout travail qui attendrit la terre, retourner la terre, prendre le soc de la charrue qui va briser la terre en deux, arroser la terre. On a dit la semaine dernière qu'arroser, c'est une tolda de Zoréa, de planter. Mais ça, c'est dans la mesure où il y a des grains, où il y a des arbustes. Vous arrosez, vous faites pousser l'arbuste. Ça, c'est Zoréa, c'est semer, planter. Là, non, il n'y a pas de grains, il n'y a pas d'arbres. Mais le fait de mettre de l'eau, de mouiller la terre, ça rend la terre plus meuble. Et donc, c'est une tolda de Choresh, de labourer. Alors, ces melachot, c'est vrai qu'elles sont loin des melachot, de borer, de mefachel, cuir, etc. Beaucoup moins dans notre Shabbat à nous, dans notre cher Shabbat hebdomadaire. On rencontre beaucoup plus bichoul et borer que les melachot de Choresh. Mais malgré tout, je vais vous apporter quelques exemples. On voit qu'on peut être amené à transgresser ces interdits. J'ai dit labourer, dans les actes qui ressemblent, qui sont apparentés à labourer, c'est d'égaliser une terre. On a une terre avec des trous. Qu'est-ce qu'on fait? On aplanit la terre. On ne l'écrase pas parce que quand on l'écrase, elle étouffe en quelque sorte. Au contraire, il faut l'aérer pour qu'elle puisse pousser, qu'elle fasse pousser. Mais on doit faire donc des actes, comme je suis en train de dire, pour pouvoir labourer, égaliser les trous. Et bien donc on peut être amené, vous rentrez chez vous, vous avez marché sur de la boue, vous frottez vos chaussures sur de la terre. Ce n'est pas sur du carrelage, sur de la terre. Donc le fait de frotter, il y a un risque. Schéma, nous disent nos chachamim, schéma, il y a de peur qu'il va égaliser les trous, il va remplir les trous. Donc on ne frotte pas ses chaussures, ses bottes, etc. quand on rentre à la maison. On peut les secouer comme ça l'une contre l'autre, mais pas les frotter sur le sol boueux, sur le sol
terreux, où il y a de la terre. Je ne parle pas bien sûr, ni du béton, ni du carrelage. De plus, il y a un autre problème, si vous êtes amené à nettoyer comme cela, c'est que quand la boue est séchée, vous savez que le fait de frotter la boue de ses chaussures, une fois qu'elle est séchée, ça pulvérise la boue et donc on rentre dans un rachage de tochen. On voit le Shulchan Aruch, c'est amené dans le Shulchan Aruch. Donc faites attention de ne pas être tochen, ou bien même qu'on n'a pas vraiment la kavana d'être tochen, mais c'est interdit donc de prendre la boue et de frotter la boue qui est sur nos chaussures, la pulvériser pour l'enlever. Encore un cas, c'est amusant, mais vous savez qu'il y a beaucoup de... Autrefois, ça se fait beaucoup, les enfants jouaient sur la terre, aux billes, ou bien aux osselets, des petits os comme ça, ou bien des Saint-Pierre, 5 petits pierres comme ça, des avanim. Et quand on joue à ces jeux-là dans la terre, dans le jardin, on est souvent amené à égaliser la terre, faire un petit trou dans lequel on va jeter la bille. Donc, nos sages nous disent qu'on n'a pas le droit de jouer sur la terre. Si on veut jouer comme ça, tous ces jeux-là, il faut mettre un tapis sur la terre. Parce que s'il n'y a pas de tapis, on risque d'être amené à égaliser la terre. Vous voyez encore, je vous fais une succession de halachot qui sont éparpillés dans le Shulchan Aruch, comme ça, et quelquefois on se demande bien quelle est la source, qu'est-ce qui se cache derrière ces actes que le Shulchan Aruch nous interdit de faire. Eh bien voilà. Encore un, mais là qui est permis. Je pense qu'en Eretz Israël, vous avez vu, vous voyez parfois que des personnes sont sommaires sur le hérouve et se promènent dans la rue et souvent se promènent avec un landau dans la rue. Le landau, parfois, laisse des traces. Il y a une grande différence entre prendre un banc dans son jardin et tirer le banc et se promener avec un landau. Quand on tire le banc, quand le banc est un peu lourd, il s'enfonce dans la terre, il fait des sillons. Donc, il écarte la terre, en quelque sorte. Ça, c'est apparenté à la melacha de Choresh. C'est comme le soc de la charrue qui passe et qui coupe la terre en deux. Par contre, quand on se promène dans la rue avec un landau, une poussette, on ne fait que tasser la terre. Tasser la terre, écraser un peu plus, n'est pas apparenté à Choresh. On ne rend pas la terre plus meuble, plus apte à recevoir le grain, au contraire, on l'écrase. Donc c'est permis, voilà. Je dis à Lara, le fait de se promener avec un landau et de laisser des traces dans sa promenade par terre, c'est pas interdit. Une chose qui reste toujours interdite, une succession, je vous donne une succession de petites choses comme cela. Une chose qui est aussi interdite, c'est balayer la terre. Vous savez, un jardin, vous avez de la terre. Quelquefois, il y a des mots de terre comme ça un peu partout. On prend un balai, on balaye. Il y a des feuilles par terre. C'est l'automne maintenant. Eh bien, on balaye, on enlève les feuilles. En enlevant les feuilles, on égalise. Allô? Vous entendez là? Allô? Oui, oui, ça marche, vous pouvez y aller, Rav Zerbi. Je continue, parce que l'image a disparu pour moi. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, je disais que le fait de balayer les feuilles sur la terre dans votre jardin, eh bien, il y a un problème donc d'égaliser la terre. Donc, on ne le fait pas. Voilà. Donc, ensuite, pour conclure dans cette melacha, et surtout essentiellement les interdictions que les rabbins nous ont ajoutées, à l'époque de la Gemara, les Chachamim avaient interdit aussi de balayer les maisons carrelées. C'était une xéra, une pièce, un cheder meroutzaf veut dire carrelé, à cause de un cheder shenanu meroutzaf, qui n'est pas carrelé. À cause de cette xéra-là, à l'époque de la Gemara, personne ne balayait les maisons, même carrelées. Quand c'est carrelé, il n'y a pas de résultat. De peur qu'on soit amené à balayer les vrais sols. Eh bien, de nos jours, les poskim disent, de génération en génération, maintenant, pratiquement, ça n'existe plus, pratiquement, donc, de maisons qui soient sans carrelage. Donc, le chachash est infinitésimal. Donc, maintenant, de nos jours, les chachamim ont permis de balayer les maisons quand elles sont carrelées. Heureusement, tout le monde le fait, comme le savait, on prend un balai et on balaye la maison.
Encore une fois, si vous avez un jardin, un jardinet, etc., une buanderie avec de la terre, ou bien, comme j'ai dit la semaine dernière, dans la souka faite sur la terre, c'est interdit. Interdit de balayer le sol de la souka si c'est de la terre. C'est pour ça qu'il est vivement conseillé de mettre du lino ou un tapis dans la souka. Une xéra qui est restée, qui est très dure à appliquer, il semble que vous en avez parlé, mais bon, petite razara, petite vision. Les Khaïm ont estimé bien que la xéra de balayer, quand le sol est carrelé, eh bien, on ne la tient plus, on est mikil, on permet. Par contre, nos sages ont considéré que laver à grande eau, une salle, c'est un petit peu un luxe quelque part. Et donc, même que les sols sont carrelés, que le rachage de Majvé Goumod est très petit, malgré tout, le digne de Shtifat Ritzpa, Shtifat, ça veut dire laver à grande eau, rincer un sol complet, c'est interdit. C'est une affaire que je répète souvent, hein, j'ai mes petits dadas, si j'ose dire, hein, parce que c'est ignoré, je vois que les gens ne font pas attention à ça, donc comme les lingettes et comme certaines que je répète souvent. Eh bien, donc, ça veut dire, ça je vous donne une pour moi qui est parfois pénible, hein, je l'admets, en fout à l'arrêt, on a quelques fois Shabbat et 2 jours du Yom Tov, on a 3 jours du Yom Tov. Quand la salle à manger est sale, on n'a pas le droit de la laver à grande eau. On n'a pas, c'est interdit. À cause de cette fameuse xéra. Et je vais même plus loin, même par un goy, c'est interdit. Par une femme de ménage, c'est interdit. Pourquoi? Parce que c'est une interdiction des rabbanan seulement. Et donc, c'est chfou des choutes. C'est une histoire des rabbanan sur une histoire des rabbanan. Mais ce n'est pas les Torah mitzvah. Alors, vous allez me dire, avoir une maison propre, c'est une mitzvah? Pas vraiment. À la choule, oui. Avoir une choule propre, c'est une mitzvah. Vous voyez, un mouchoir qui traîne par terre, il faut se baisser et le ramasser, oui. Il y en a de Mikdash Me'at, c'est un petit bête à Mikdash, la choule. Donc, avoir une choule par terre, le sol de la choule qui est propre, ça, c'est une mitzvah. Donc, on laisse l'homme ou la femme de ménage laver le sol à grande eau. Et même avec des serpillères, c'est moutard. Mais à la maison, non. Ce qui est permis à la maison, c'est au cas où il y aurait des taches autour de la table, vous avez fait tomber du vin qui s'est coagulé un peu par terre, des sauces, etc. On peut, ou la femme de ménage ou vous-même, nettoyer les taches. En faisant attention, bien sûr, à Shrita, on arrivera à la mlacha de Shrita après, attention, mais on peut nettoyer les taches. S'il y a 10, 20 taches par terre, on peut les nettoyer une par une. Mais jeter de l'eau par terre et nettoyer tout par terre, ceci est interdit. Alors vous allez me dire, on ne va pas faire srita. Ce n'est pas à cause de srita, c'est un issour qui n'a rien à voir avec srita. Si je prends une raclette, un goumi en hébreu, une raclette, le caoutchouc là, qui permet donc de nettoyer le parterre comme ça, en traînant l'eau par terre, il n'y a aucune srita, il n'y a aucune interdiction d'essorer, mais il y a cette interdiction de shtifat ritzpa qui nous est interdite par les chachamim. C'est difficile, mais c'est comme ça. Donc tâchez de faire en sorte que le sol ne se salit pas, ou éventuellement, si c'est sali, de laver chaque tâche de manière indépendante sans laver tout le sol. Voilà, très rapidement, hein, si j'ose dire, on a labouré une melacha rapidement, la melacha de Choresh, labourée, donc, avec ces petites conséquences pour nous, hein, frotter, je répète rapidement, frotter ses chaussures par terre, sur le sol, ne pas enlever la boue séchée à cause de Tochen, ne pas jouer des petits jeux, des 5 pierres, etc., des osselets par terre, ne pas balayer la terre, hein, pas balayer la terre avec un balai pour enlever les feuilles, etc. Par contre, un endos, comme j'ai dit, on peut le laisser marcher un peu dans l'eau, même que ça fait des traces. Par contre, si vous avez des chaises qui sont un peu lourdes dans votre jardin, il ne faut pas tirer les chaises parce que vous faites des sillons. Mais marcher avec un endos, c'est permis. Et puis, cette fameuse dernière halakha dont j'ai parlé, à savoir l'interdiction de laver tout le parterre avec de l'eau. Voilà. Vite fait, bien fait, une petite mélacha avant de passer à la suivante. Je vous rappelle, on a fait Zoréa, on a tourné la terre. Maintenant, une fois qu'on a retourné la terre, qu'est-ce qu'on fait? Les fruits ont poussé, on va les couper. Bon, mais avant de passer donc à la mélacha suivante, si vous avez quelques questions concernant le sujet dont je parle, bien sûr, eh bien, on va les traiter. Je vous écoute. Bonsoir, Rav. Est-ce que vous pouvez répéter, on n'a pas le droit d'essuyer ses bottes sur de la terre, c'est ça? Vous avez dit, on n'a pas le droit de frotter ses bottes sur la terre? Voilà, sur la terre, absolument. Sur la terre,
Alors, on aura l'occasion de parler d'un autre issour quand vous avez, comme dans certaines maisons, un morceau de fer devant la porte d'entrée et on frotte les bottes sur le morceau de fer. Là, il y aura un autre problème qui s'appelle même aréar, c'est lisser le cuir de la botte. Je ne parle pas du tout de ça. Je parle que quand on est dans la terre, il y a beaucoup de gens qui vivent chez nous qui vivent en pavillon, et dans les jours de semaine, quand on rentre, on a passé le portail, le premier réflexe qu'on a, c'est de frotter les chaussures par terre. Hein, et dans le sol, très, 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 très souvent, le khatser, qui est juste après le portail, il n'est pas carrelé, c'est de la terre. On a la terre, donc on frotte ses bottes. Ça, le fait de frotter par terre, il y a l'interdiction, chachash, bien sûr, c'est un chachash, c'est un risque d'égaliser, d'être mashvé, les mots de la Gemara, c'est mashvé gumot, la chose, ça veut dire égaliser donc la terre. Ça, c'est interdit. Donc, effectivement, donc je répète qu'il est interdit de frotter ses chaussures ou ses bottes sur de la terre. Merci. Bonsoir, Rav. J'avais cette question, s'il vous plaît. Lorsque vous dites qu'on peut enlever une tache une par une, par terre, voilà. C'est par quel moyen? Est-ce qu'on peut ajouter un peu d'eau ou est-ce que c'est juste un petit peu frotté? C'est quoi? Oui. Alors, bien sûr, vous pouvez mettre un peu d'eau. Il faut prendre le mieux, le top, c'est de prendre un goumi, quelque chose qui soit en caoutchouc parce qu'il n'y a pas de rachage de srita. L'eau ne pénètre pas le caoutchouc. Maintenant, si vous avez une serpillière, si la serpillière n'est pas complètement mouillée, elle est tout petit peu mouillée, voilà, et donc vous passez cette serpillière sur la tâche, mais doucement, sans appuyer dessus. Le mieux à la limite, ça serait de prendre une serpillière complètement sèche, de mettre un peu d'eau sur la tâche, et puis doucement, vous frottez avec la serpillière. Ici, il n'y a pas, un peu plus tard, on fera la melacha de mélaben. On verra qu'il n'y a pas de mélaben dans les sols, les caoutchoucs, les plastiques, parce que l'eau ne pénètre pas à l'intérieur. Donc, vous avez une tache sur une table, sur du bois ou sur une vitre, on va dire, le fait de prendre un tissu et d'enlever la tache, ce n'est pas interdit. Ce qui sera différent, complètement interdit, si vous avez une tache qui se fait sur un tissu, parce que la tache, elle pénètre la texture du tissu, et quand on frotte, vous extrayez donc la saleté qui est rentrée dans le tissu. Ça s'appelle mélaben, blanchir, laver, lessiver. Mais là, en l'occurrence, c'est du carrelage. Donc, vous avez de la saleté qui s'est collée sur le carrelage. Donc, vous prenez un chiffon, vous frottez doucement, de telle sorte qu'il n'y ait pas de srita, et vous enlevez la tache. D'accord. Alors, oui, merci. Bonsoir. Attendez, une autre question. Si vous voulez passer un verre d'eau qui est tombé par terre, bon, pour ne pas faire ce que vous avez dit, apparemment c'est interdit d'étaler. Comment on peut atténuer la flaque sans avoir un crachage que ça va… Je vous rassure, l'interdiction que j'ai dit, c'est quand on a l'intention de laver tout le sol. Si maintenant vous avez un verre par terre et vous voulez éponger un peu le verre parce que vous risque de glisser, vous prenez une serpillière sèche, vous la mettez dessus et vous essuyez. Vous savez très très bien que ce n'est pas toute la sac qui va être essuyée si on ne fait pas une harama. Donc vous essuyez pour enlever l'eau pour ne pas glisser et ça c'est permis. Il n'y a aucun problème. Le problème, ça serait que vous avez décidé, à partir de ce verre d'eau-là, de commencer à mouiller l'ensemble de vos salles à manger. Ça, c'est interdit. Mais le fait de l'éponger, en fait, d'enlever cette humidité pour diverses raisons, entre autres ne pas éviter de glisser, ça, c'est permis. D'accord, j'ai bien compris. Et lorsque vous disiez, et puis ça semble évident, qu'on ne peut pas laver tout un sol, comment il s'appelle l'interdit? L'interdit, ça s'appelle shtifat ritzpa. C'est un rinçage de toute la rispa, de tout le sol. Ah, shtifat. Et il n'y a pas le problème d'étaler aussi? Il n'y a pas, encore une fois, d'étaler? Est-ce qu'il n'y a pas aussi le problème d'étaler non, j'ai très bien compris votre question. Non, je vous dis tout de suite pourquoi. Étaler, par définition, c'est quand c'est une pommade. Ça s'appelle mémaréach. Mais un liquide, il n'y a pas interdiction d'étaler. Vous pouvez prendre un liquide de l'eau et le mettre sur votre bras et doucement, il n'y a aucun problème. Vous pouvez prendre de l'eau et le mettre sur votre bras. Vous avez le bras qui est un peu chaud, vous pouvez prendre de l'eau du robinet, le mettre sur votre bras. Il n'y a aucun issou. Mémaréach, c'est une pommade. Mémaréach. D'accord, une pommade, ça s'appelle mémaréach? Mémaréach, oui. L'imroir, ça veut dire étaler en quelque sorte, lisser. Lisser, c'est le concept de lisser. Ne vous inquiétez pas, c'est dans le programme.
D'accord. Et pour étaler quelque chose pour la nourriture, je crois que vous l'aviez évoqué. Je crois qu'il y a un Oui, j'ai problème. eu l'occasion d'évoquer. Alors là, il y a un Mishnah Berurah qui parle de ça. Il dit que si vous voulez faire des petits toasts comme ça et mettre de l'avocat écrasé, là, il dit que c'est permis parce que il dit que l'intention que l'on a lorsqu'on prend ces salades écrasées et on les met dans des toasts, l'intention, c'est pas d'avoir quelque chose qui soit lisse. L'intention, c'est que, en fait, il y ait de cette salade dans tous les endroits où vous avez le toast. Enfin, c'est ça le but. Le but, c'est pas du tout un but d'étaler. C'est pas même qu'on étale quelque part, ça s'appelle étaler en langage, en français. Mais le but, c'est pas d'avoir quelque chose de lisse. Maintenant, effectivement, imaginons, voilà, on va aller au bout de l'idée. Imaginons qu'une personne très très macpide vous faire des toasts nickel, millésimés, et que très macpide soit très lisse. Alors là, même avec du hochet, ça sera interdit. Parce qu'il est macpide là-dessus, il veut que ce soit lisse. Mais en général, c'est très bien quand on fait des toasts. Bon, l'écart, c'est que toute la mie de pain soit couverte, c'est tout. C'est pas macpide sur le côté lisse. Voilà. Merci, Rav. Autre question, allez-y. C'est bon? Ok, voilà. S'il y a d'autres questions qui vous viennent après, il n'y a pas de problème, vous les poserez. Et voilà, donc ces petites marrottes, on a, si je peux dire bouclé, on n'a jamais rien bouclé en fait. Hein, c'est Chazorba, fait Chazorba. Mais bon, voilà, on a. Et puis ça nous permet de bien ingurgiter, intégrer l'ordre des melachot. Et n'oubliez pas qu'on est dans le premier groupe des melachot maintenant, des melachot ce sont les travaux agricoles avec lesquels on obtenait les samamanim pour colorer, donc pour teindre et les tentures et les peaux. Voilà. Donc maintenant, on arrive, les fruits, les samamanim en question, ils ont poussé. Qu'est-ce qu'on fait quand ils ont poussé? Les raisins, on les vendange. Bétira, en hébreu, c'est un terme technique aussi particulier. Et les pommes, bon, ça se cueille. Les céréales, ça se moissonne, hein, la moisson des céréales. Donc, couper le lien entre un fruit, un légume, un arbre, quelque chose qui est dans le sol, avec son makor yenika, là où il prend il pompe sa vie, couper, ça s'appelle kotzer. Kotzer, couper, donc interdit. Il y a plusieurs. Bon, couper tout le monde comprend ce que ça veut dire. Hein. Vous allez cueillir une pomme, bon, je ne pas une pomme. C'est intéressant de savoir. Quelqu'un m'a dit, bon, je ne veux pas la cueillir, mais j'ai envie de croquer la pomme, elle me fait envie. Croquer une pomme, la bouchée que vous avez dans la bouche, vous l'avez cueillie, elle est plus connectée avec la terre, donc c'est assaut. Attention, vous voyez. Il ne faut pas rester au verbe cueillir. Hein. Mordre une pomme, c'est cueillir la bouchée. Donc, vous avez donc cet acte. Il y a plusieurs manières de cueillir. Il y a certains fruits que l'on ne se fatigue pas à cueillir avec une échelle, etc. Des fois, allez, les prunes, comment est-ce qu'on dit en français? On va le secouer comme un prunier. Pas pour rien qu'il y a cette expression en français. Pourquoi? Parce qu'un prunier, d'un bout de secouer, vous voyez là, un tas de prunes qui tombent. Et beaucoup de personnes, bien sûr, quand le sol n'est pas trop dur, etc., chose qui pourrait abîmer le fruit, donc on secoue le prunier, on le fait tomber. Donc ça, c'est une tolda, c'est une manière de kotzer. Donc chaque fois que l'on fait un acte qui donc, déconnecte la chose qui pousse de là où elle pousse, c'est interdit. Prenons un exemple. Vous avez dans un jardin, vous avez un pot, ce qu'on appelle atzitz nakou, un pot, une plante. Elle est posée par terre. Dès l'instant où vous levez le pot, il y a des trous dans le pot. Je parle d'un atzitz nakou qui est troué. Il est connecté avec la terre. Vous le levez. C'est vrai que vous le levez avec de la terre. Je ne sais pas ce problème de Mouxé. Je parle maintenant dans Ilhot Kotzer. Il est clair que la yenika, combien cette plante qui est dans la terre, dans le pot, va pomper de la terre, c'est beaucoup moins du fait que vous l'avez levé. Vous l'avez levé, vous l'avez mis sur un tonneau, vous l'avez mis sur un bâton, par exemple, décoratif, vous avez une plante décorative, un tronc en dessous, vous la levez, hop, vous la mettez sur un bâton, sur un poteau. Et bien ça, c'est Kotzer, c'est une tolda de Kotzer.
et même que finalement, on n'a pas complètement déconnecté, parce que sachez que tant que le pot est toujours sur la terre, il y a une espèce de cylindre d'humidité qui connecte la terre avec le pot en question. Donc, ça continue à pousser. Mais il n'en reste pas moins que ça pousse beaucoup moins fort, beaucoup moins vite, parce que c'est beaucoup moins connecté, c'est plus loin. Il y a toute cette espèce de cylindre d'air humide qui sépare la terre du pot. Mais c'est quand même interdit. De même, si vous avez un pot qui est comme ça suspendu sur un poteau, et quelqu'un a la bonne idée, ouais, j'ai besoin du poteau, je veux mettre quelque chose dessus, vous prend le pot et le met sur la terre, par terre, dans le jardin, et bien il a fait le contraire de Kotzer, il a été zoréen, puisqu'il a pris le pot, le Hatisnakou, qui était suspendu. Même qu'en étant suspendu, il est en train d'être yonek du parterre, il est en train de pomper le parterre, mais il l'a posé par terre, donc il va être yonek beaucoup plus, c'est assaut. Je vais vous faire sourire. Certains disent que si on passe sous un pot qui est suspendu au-dessus de terre, de carca, pas de carrelage, ben vous coupez la yénika et donc c'est interdit. Alors imaginez un petit peu une personne qui a un balcon, une rambarde. Sur sa rambarde, ça se fait beaucoup en France, il y a une rambarde, et sur la rambarde, il y a beaucoup de petites fleurs, donc de petits pots comme ça, des petites plantes devant, peut-être décoratives, très très jolies. Mais ces pots-là, au-dessous, ce n'est pas du carrelage, c'est de la terre, c'est le jardin. Et c'est à l'étage qu'il y a assez chaud, ou bien au rez-de-chaussée, et puis en bas, c'est la terre. Donc, il faut faire attention avec une histoire de ne pas passer par-dessous, parce qu'en passant par-dessous, il y a une espèce de colonne d'humidité qui connecte la terre avec ces pots. Et donc, quand vous passez en dessous, vous la coupez. Ça peut faire sourire, mais effectivement. Donc, ça veut dire que quand on marche dans la rue, il faut faire attention qu'il n'y ait pas des pots qui sont sur notre tête. Je dis bien si le sol, c'est un sol en terre, parce que vous coupez. Bon, ça peut faire sourire, mais bon, il faut faire vraiment attention à tout. Je continue donc la succession de ces halachot, dans ce que j'appelle les petites melachot, que l'on ne rencontre pas souvent. Certains interdisent aussi, et même j'ai eu cette semaine une personne qui m'a posé cette question. Il m'a demandé est-ce qu'on aurait le droit de prendre un poisson qui est dans un aquarium et le mettre dans un autre. Bien sûr, le mettre sur l'assiette, il va mourir, c'est interdit. Mais dis donc, je le prends avec une épuisette, je le prends dans un aquarium, je le mets dans un autre. Des postes qui me disent que c'est interdit, même que finalement vous allez le remettre, un petit peu comme si vous avez cueilli, après vous l'avez replanté. Vous allez mourir parce que vous allez le replanter, mais je n'ai pas le droit de cueillir pour replanter. Certains, ça aussi c'est une halakha amusante, le poisson pousse dans l'eau, donc c'est comme un arbre ou une plante qui pousse dans la terre. Donc l'enlever de son makom, là où il vit, c'est kotzer, c'est cueillir. Et donc, même que vous le remettez vous le replantez en quelque sorte dans un deuxième aquarium, c'est quand même interdit. On peut imaginer que ça arrive, une personne avait un aquarium avec un gros poisson et un petit, vous voyez que le gros poisson allait manger le petit. Alors il a pris le petit poisson pour le sauver, ouais, mais il y a un problème de kotzer. Il n'y a pas de problème de tzad? De tzad, alors. Avec une épuisette, tzad? Ça peut dépendre. Ça peut dépendre. Parce que dans un petit aquarium, imaginez un petit poisson rouge, il est déjà considéré comme nitzod, comme déjà capturé. D'accord. Vous voyez? D'accord. Comme il est déjà capturé, donc le fait de le prendre et le mettre dans un autre, c'est pas interdit, vous voyez? C'est un petit peu bon. Ça aussi, on va faire tzad, en son temps, Bezrat Hashem, on va le faire. C'est un petit peu comme si vous avez un oiseau dans une cage, laissons les problèmes de mourté, tout ça, je ne rentre pas dans les problèmes, juste pour le concept. Imaginez qu'on puisse trouver, vous ouvrez la cage et vous prenez une espèce de lasso, hop, et vous attrapez un oiseau, vous le sortez de la cage, vous le mettez dans une autre cage. Vous voyez? Dans la première cage, il était chassé, il était capturé. Donc, vous le décapturez quelques secondes, mais toujours en la tenant dans la main, donc il était capturé dans ma main, et je le mets dans une deuxième cage. Donc, ça, c'est pas de ça. Il a toujours été du Todd, il était déjà capturé, et je les garde conservés, capturés. Voilà. Encore un cas de. Pourquoi c'est pas mouktsé en fait? Pourquoi le poisson il n'est pas mouktsé? Pourquoi le poisson il n'est pas mouktsé?
Il n'est pas moukté. Non, je n'ai pas dit qu'il n'est pas moukté. Je dis qu'il n'est pas moukté. J'ai dit par exemple, on peut le déplacer avec une épuisette, donc on le touche de manière indirecte. Maintenant, on aura l'occasion de voir, même d'après Shulchan Aruch, les animaux vivants sont mouktés. Je sais que c'est dur des fois pour certains, on n'a pas le droit de caresser un chat, un chien. Mais on verra qu'en Bismanan, que certains poskim n'ont même pas de pekim sur ça. Parce que finalement, c'est quelque chose qui est décoratif. Hein, rappelez-vous, je vous ai parlé des fleurs la semaine dernière. Un bouquet de fleurs n'est pas moukté. Pourquoi? Parce qu'un bouquet de fleurs, c'est décoratif. Il y a une fonction décorative, il n'y a pas de raison. On ne fait pas une blacha avec. Mais quand même, vous avez raison, il faudrait le déplacer avec un chinouille, hein, avec une épuisette, avec autre chose, un petit lot de minatsat, trouver une méthode pour se déplacer. Bon. Alcool fanil, de toute façon, c'est interdit à cause de la blacha qu'on fait que c'est kotzer. Ouais. D'après ça. Voilà. Vous avez dit un bouquet de fleurs, c'est pas moukté, mais un pot de fleurs, ça l'est, oui. Ah non, j'ai bien dit la semaine dernière. Je croyais que c'était quand c'était coupé qu'il ne pouvait plus tirer de. Je répète ce que j'ai dit. Vous dites, je pense que vous étiez là. Oui, j'étais là. Ça veut dire des fleurs coupées qui sont dans un vase. Le vase, il n'est pas moukté. Par contre, des fleurs qui sont dans un pot, dans la terre, ça pousse, ça continue à pousser. Ça, c'est de vadaï que c'est moukté. Donc, on ne la déplace pas. En plus, rappelez-vous, je vous ai parlé que le fait de le déplacer, on peut le mettre dans des endroits moins ensoleillés, dans des endroits plus ensoleillés, ça leur permet de pousser plus. Ça, c'est sûr que c'est moukté, ça. Voilà. Alors, donc, oui, j'étais en train de vous citer encore un cas, je l'appelle amusant. Tout le monde a joué quand il était petit à mettre des haricots, de faire pousser des haricots dans un verre avec un peu de l'eau et du coton. Eh bien, si on a fait ça, le fait maintenant d'enlever un noyau d'avocat, j'ai vu ça, les enfants m'ont fait ça un jour, un noyau d'avocat qui a commencé à pousser comme ça, le fait d'enlever de l'eau, c'est kotzer, parce qu'il était en train de pousser dans l'eau, et en le prenant de l'eau, je l'enlève de son endroit naturel, de son milieu naturel, il est en train de pousser. Bon. Ok, je ne pense pas que les gens vont faire ça, mais c'est bien de savoir qu'il y a un problème de kotzer que de tirer le noyau qui commence déjà à se développer dans un verre et avec du coton. Un point qui est intéressant chez Inyan de kotzer, c'est couper un fruit de l'endroit où il pousse. Mais si maintenant, on a enlevé, par exemple, un quartier de banane avant Shabbat, vous avez un gros quartier de banane à la maison, il n'est pas interdit de, je vais dire cueillir, je ne sais pas si on dit cueillir, de prendre une banane de ce quartier de banane, c'est permis. De même, on peut égrener des raisins d'une grappe de raisin. La grappe de raisin a déjà été coupée, le raisin la vigne a été vendangée, donc il n'y a pas de problème. Bon. Il y a une khumra que l'on verra quand on va faire la mlacha de Dash, très bientôt, hein, c'est la suivante. Il y a Mehamer d'abord, on va faire Mehamer lié en gerbe, après on va faire Dash. Il y a une khumra de ne pas, si vous avez des quartiers de date, de ne pas prendre des dates de ce quartier de date. Je parle bien d'un quartier de date qui a été déjà, des branches de date qui ont été déjà coupées de l'arbre, hein, du palmier, je parle de ça. Il y a une khumra dans ça que ça ressemble à Dash, ça on verra ça après. Mais cette khumra n'existe pas ni dans les quartiers de bananes, ni dans les raisins, dans les grappes de raisin. Donc dans ces deux cas, on a le droit. On a le droit de prendre une grappe de raisin, puis grignoter vos raisins. C'est moutard. Un point assez intéressant, si vous avez des bessamim chez vous, peut-être qu'il y a un minag, j'ai vu ça, j'avais un minag dans notre famille, certains membres de notre famille avec ce minag, le vendredi, ils avaient jeté des feuilles de menthe, de myrrhe de menthe, bien sûr coupées, hein, coupées du sol, déjà cueillies. Et puis, il y a des grandes feuilles avec des sous-feuilles, et puis couper des petites branches et distribuer à chacun. Chacun faisait une bracha, c'est pour faire les méabrachot, etc. Un mina comme ça, c'est un petit dixième un mina comme ça. Sachez que c'est permis. Psychiatre, ça faisait psychiatre talouche, quelque chose qui est talouche, qui est déjà coupé du sol. Il n'y a pas d'interdiction. Hein,
on va dire des harabotes, voilà, disons des harabotes. Non, ça sent pas bon, du myrte. Le myrte, ça sent bon. La période en saison, ça sent très bon. Ça serait permis de couper des petites branchettes ou bien carrément de prendre des petites feuilles, les couper, les distribuer pour que les gens fassent une bracha, etc. Ça ne passe pas Kotser. Kotser, c'est lorsque la branche, quand l'arbre, le céréale, est toujours connecté au sol, il est lié au sol. Quand il a quitté le sol, couper et distribuer à chacun, il n'y a pas d'interdiction dans ça. Sauf bien sûr dans les cas très, très, très extrêmes où je coupe la branche dans une cabane spéciale. Elle a Kotem Kessam. Imaginez qu'il y a une branche avec des petites branches un peu dures que je vais la couper pour faire un cure-dent. C'est tout à fait autre chose. On ne parle pas de ça du bichlal. On coupe ces branches pour que chacun de la famille prenne un petit peu et fasse une bracha dessus, par exemple. Ça, c'est permis. Bien de savoir. Je vais élargir un peu les chachachot de cette bracha. C'est quoi, c'est d'arriver à son brachot Encore une fois. C'est quoi l'idée de faire à la bracha aux gens qui fassent une bracha sur quelque chose qui sent bon? Le Shabbat, vous savez très bien que les Shabbats, on a un problème de brachot. Il y a un problème de brachot. Il faut s'efforcer, il faut essayer de compter parce qu'il y a quand même moins de brachot le Shabbat que les jours de semaine. Donc, même, c'est pour ça d'ailleurs qu'on est makpi de répondre à la Chazara du Moussaf, etc. Parce qu'on fait moins, c'est connu que le Shabbat, on fait moins de brachot que les jours de semaine. Donc, on s'efforce. À Yom Kippour, c'est le minag de certains ils ont d'avoir un coin avec des coups de girofle dessus pour faire Borémil Bessamine, etc., pour être mavé brachot. Le Shabbat, on essaie d'être mavé brachot. Un grand inyan, à Pirsidut aussi, hein, c'est un grand inyan qui s'appelle Mer Brachot, comme brachot. Bon, ça c'est le inyan. Ensuite, maintenant, imaginez le contexte suivant. J'ai un jardin, j'ai un pavillon, j'ai un jardin, ou bien je vais me promener dans un jardin public où il y a des arbres fruités qu'on a le droit d'utiliser. Imaginons que vous trouviez des fruits sous l'arbre. Un prunier, vous avez des prunes partout. Sachez que si vous êtes sûr que les fruits en question qui sont sous l'arbre sont tombés depuis Erev Shabbat, vous avez repéré par exemple quelques prunes qui sont comme ça réunies, une dizaine de prunes dans un coin. Bon. Vous passez, vous pouvez les ramasser et les manger. Par contre, s'il y a un chachash que ces prunes aient pu tomber pendant Shabbat, c'est interdit de manger. D'abord, il y a un problème de moukté, que parfois on peut enlever, mais un problème de moukté parce qu'elles étaient suspendues à l'arbre. Donc, ben hashmashot, elles étaient inaccessibles, inatteignables. Donc, à part ça, il y a une xéra que les chachamim ont faite. Ils ont fait une xéra. De quoi? Eh bien, schéma Ictor, de peur qu'il soit amené, s'il commence à prendre les fruits qui sont par terre, il peut être amené à accueillir une prune. Donc, c'est interdit. Donc, faites attention. Si on n'est pas sûr que les fruits qui sont par terre, au pied de l'arbre, sont tombés depuis la veille, c'est interdit de les manger. Je continue. Hein, voilà, encore toute une succession de petites, je l'appelle des petites halachot, mais qu'il faut bien connaître. À cause de ce problème de Kotser, une question est demandée. Est-ce que j'ai un plaisir de sentir un fruit? J'aime beaucoup l'odeur des pommes. J'ai un pommier à la maison. Est-ce que j'ai le droit de sentir une pomme? Deuxième question. J'ai un rosier à la maison. Un petit arbre à rose. Ça sent très bon. J'aime bien approcher mon nez de la rose. Est-ce que j'ai le droit de faire ces choses-là? Sentir une pomme, sentir une rose. Je vous pose la question, monsieur. Faites travailler vos ménages. Sentir une pomme suspendue à l'arbre. Sentir une rose ou une fleur quelconque qui sent bon. Ça existe encore, des roses qui sentent bon. C'est ça dans le commerce. Dans le commerce, ils ont plus l'accent sur la beauté physique, mais pas sur l'odeur. Mais
dans son jardin, on fait pousser des roses qui sentent bon. Est-ce qu'on peut les sentir? Alors, La pomme à sourd. Peut-être devinette. Il y en a un qui est interdit et un qui est permis. Lequel est permis, lequel est interdit? La pomme à sourd. La pomme à sourd et la fleur? Permis. Razak. Vous connaissez la raison? Parce qu'on risque de la manger, la pomme, on risque de manger la pomme. De la sentir et de la manger après. Avec la rose, on ne va pas la manger. Donc, on va la laisser, on va sentir simplement. Razak. Bravo. Alors, je répète. La pomme, le Icar, c'est vrai que la pomme, il y a deux anarotes, il y a deux profils de la pomme. C'est la file à manger et c'est la sentir. Mais il est clair que le Icar d'une pomme, c'est fait pour être mangé. Donc, si on lui permet la petite ana de sentir, il peut être amené à vouloir, à désirer, avoir une tava pour la grande ana, savoir cueillir et manger. Donc, Haram est interdit. Très fort, je ne sais pas si des comptes. Moi, je sens des pêches, des prunes, une odeur très fraîche. On a vraiment envie de mettre son nez dessus. Attention. Par contre, elle est rose, je peux mettre mon nez sur la rose. Pourquoi? Parce que la rose, la ana principale, c'est sentir. Le profil principal, c'est sentir. Et comme on peut avoir ce profil avec la rose qui est plantée, et au contraire, plus elle est plantée, plus elle sent bon, donc le rachage, la crainte qu'on soit amené à l'accueillir est beaucoup moins grand. C'est très joli comme ça. Vous voyez jusqu'où va le chokhmat rachameno. Et c'est à la fois intéressant à s'éparpiller un petit peu quand on lit comme ça. On dit, ah bon, la pomme, c'est interdit. Et quand on comprend la svara, ce qu'il y a, la logique qu'il y a derrière, c'est une logique implacable et très très claire. Très très claire, ma chose. Donc, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut à ce point l'effleurer ou on n'a pas le droit de la toucher quand on sent la pétale de rose? Est-ce qu'on a le droit d'un petit peu la toucher avec le nez? Avec le nez, bon, la vérité c'est mouktsé, mais bon, avec le nez, c'est un tiltoul bégoufo. C'est pas interdit, ça. Vous voyez, c'est comme avec le coude, ou bien vous avez un mouktsé sur la chaise, vous asseyez dessus, c'est le corps qui touche. Oui, ça, c'est pas interdit, ça. Ouais. D'accord. Mais il faut faire attention à ce que la pétale ne se décroche pas. Ah oui, qu'elle tombe, ah oui, si elle tombe, elle est un peu fragile, il faut faire attention. Il faut vraiment. Voilà. Donc. Je finis, je conclus. Malheureusement, comme on a commencé tard aujourd'hui, je vois que le temps arrive, il est 38, il reste quelques minutes à voir vite. Mais quand même, je vais vous dire quelques halachot intéressantes et bien sûr, on consacrera 5-10 minutes la semaine prochaine pour les revoir. À cause de l'interdiction de Kotser, les Chachamim sont allés jusqu'à interdire ce que l'on appelle Ishtamshut Beilan. Traduction. Utiliser, profiter d'un arbre, c'est interdit. Ça veut dire. Toucher sur un arbre. J'explique. Par exemple, tout simplement, il y a un arbre dans le jardin, vous êtes fatigué, vous appuyez sur l'arbre, c'est interdit. Les shines, c'est interdit. Mettre son chapeau sur l'arbre. Oui. À plus forte raison, si vous avez une branche d'arbre et vous voulez attacher votre chapeau, votre surtout qui fait chaud, vous êtes mais dans un endroit, il y a un roux, on peut porter, vous enlevez le surtout, là, c'est interdit. Chez Mayabo, l'Ixor. De peur qu'on soit amené à arracher une branche, etc. C'est interdit. Donc, et si je vous donne un exemple. Imaginez que les enfants jouent, ils donnent un grand coup de pied à un ballon, le ballon va s'accrocher sur les branches d'un arbre. C'est rigoureusement interdit de le récupérer, de le prendre là-bas. Il y a une Mishnah dans ma Sechet Rosh Hashanah qui dit que dans une ville, il y avait le chauffard Rosh Hashanah, qui était sur une branche d'arbre. La ville n'a pas pu sonner du chauffard. C'était interdit d'aller prendre un sourd des rabananes que d'aller prendre le chauffard sur l'arbre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est énorme. Bon, par un gosse, ça aurait été permis ici. Il faut croire qu'il n'y avait pas de non-juifs dans cette histoire, parce que c'était un issour des rabananes, et on peut demander un issour des rabananes, comme on l'a vu à de nombreuses reprises, les tzorech mitzvah, pour les besoins du mitzvah. Bon, sonner du chauffard, c'est vadaï, c'est évidemment une mitzvah, donc demander à un gosse, c'est pas un juif, c'est interdit, il n'y a pas de chokhmot, c'est interdit. Attacher son sapot, attacher un panier, attacher ce que vous voulez, un arbre, c'est interdit. Rav Zerbib, ça veut dire que une mitzvah de Oraïta
allier une Avera des Rabanan, c'est quand même assourd. Interdit. Mais C'est une mitzvah Abba Avera, c'est interdit. même si c'est une Abba à la Vera des Rabanan. Ouais. Les Khamim, ils ont le pouvoir. Enfin, guillemets. On n'a pas le droit pour une mitzvah de faire un tour de Rabanan. Pas une mitzvah de Raita. Ouais. On n'a pas le droit. Regardez d'ailleurs dans votre quotidien. Imaginez, on n'a pas de Sefer Torah. Voilà. On n'a pas de Sefer Torah. Il n'y a pas de goy sur place. Il faut aller chercher un Sefer Torah dans Carmélite. On ne va pas le chercher pour une mitzvah. Okay. Une mitzvah c'est un histoire de Rabanan. Rappelez-vous ce qu'on avait dit, si vous vous rappelez. On a le droit de faire un Issour des Rabanan Béchinouille pour un Cholé Shen Bosakana. Pour un Cholé. Et on avait dit que le Cholé, c'est beaucoup plus permissif en quelque sorte qu'une mitzvah. Mais pour une mitzvah, non, ça va être que non. Sur des Rabanan, c'est très chameau, ne vous inquiétez pas. Alors, donc voilà, je boucle la boucle. Encore une fois, on va revenir sur ça, la faute. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement, ils ont même interdit ce qu'on appelle le tzad du ilan. Tzad ilan, ça veut dire le ilan humain. Et puis, quelque chose qui est accroché à l'arbre. Imaginez, on a mis un clou sur l'arbre. Donc, si je mettais mon chapeau sur le clou, je n'utilise pas l'arbre, j'utilise le clou. Eh bien non, ça s'appelle le côté de l'arbre. Comme ça, c'est des termes techniques. Ça s'appelle tzad ilan, un clou. Par contre, tzad shel tzad, le côté du côté, c'est permis. Ça veut dire, alors prenons un cas. Vous avez un clou qui est planté sur un arbre. À ce clou est attaché un panier ou un porte-manteau. J'ai le droit de prendre une pomme ou mettre une pomme dans le panier parce que j'utilise le tzad du tzad, le côté du côté, le kélichéni si vous voulez. Le clou, le panier, j'ai le droit de mettre une pomme, prendre une pomme. Donc, et je conclue avec Salaha, si vous voulez faire la sieste dans votre jardin, avec un bon livre, un bon écouter sikhot dans la main, vous l'apprendre, le jardin il fait beau, vous l'attachez à un hamac entre deux troncs d'arbres. Si vous prenez le hamac avec des cordes, vous prenez les cordes attachées à l'arbre, c'est interdit. Parce que vous utilisez l'arbre et le hamac, c'est considéré comme le tzad, comme le clou en quelque sorte que vous plantez dans l'arbre. Donc, si vous voulez utiliser le hamac, faire la petite sieste dans le hamac, il faudra avoir des ceintures en fer, en métal, en cuir, en ce que vous voulez, autour des deux arbres en question. À ces ceintures, vous attachez le hamac. Donc, les ceintures, c'est le tzad, c'est le côté numéro 1. Le hamac, c'est le côté numéro 2, comme le panier sur le clou. Et là, on peut utiliser le hamac, me rentrer dedans ou en sortir. Bon, on va dire que ce sont à la fois amusantes, mais j'ai vu dans des quartiers, on va dire, engagés, des fois une personne qui avait installé une balançoire sur une branche d'arbre. Je dis, c'est assaut. Pas le droit de mettre une balançoire sur l'arbre. La balançoire, c'est le tzad de la branche. Le tzad, c'est interdit. Ce qu'il fasse, c'est qu'à cette grosse branche, il attache deux cerceaux, ou de ceinture. Et à cette ceinture, il aurait attaché la balançoire en question. Donc, la balançoire aurait été Kélichéni, le tzad du tzad. Voilà donc, vous inquiétez pas, on reviendra sur ça la semaine prochaine parce qu'il faut se laisser le temps d'assimiler. Mais la cerise sur le gâteau dans ces halakhot-là, à cause de ce rachage qu'on puisse être amené à arracher une branche, les chachamim nous ont interdit de chevaucher un animal. Donc, faire du cheval ou du poney, ce n'est pas interdit parce que c'est interdit, ni de passer mouxé parce que si je m'assois sur du mouxé, j'ai le droit de m'asseoir sur du mouxé. Eh bien, c'est interdit de peur qu'on soit amené à arracher une branche pour l'utiliser en tant que cravache. Encore une fois. Alors là, grâce à cette succession d'halakha, on comprend mieux ce qu'il y a derrière. Quelle est la svara profonde qui se cache derrière certaines halakhot. Voilà, messieurs. Une question. Oula, il est 45, je vais être obligé de vous laisser. Donc, encore une fois, Erev Tov. Si vous avez des questions, gardez-les. Ben attachez la semaine prochaine. On tâchera de commencer à l'heure et finir avec toutes vos questions. Donc, bonne soirée. Continuez à étudier. Prenez quelques notes dans ce que je dis. C'est une très bonne chose. Répétez ça chez vous. Qu'on a shoné halachot bechol yom
Muftarlo Sheu Balamaba, la halachot, c'est important, c'est Ratzon Hashem, c'est la volonté de Dieu, c'est Dieu qui descend dans le monde. Donc, chaque petite halacha, sentir une fleur, sentir une pomme, tout ça, ça a l'air un petit peu, hein, ça a l'air des choses qui sont bizarres. Et ben oui, c'est comme ça. C'est la volonté de Dieu. Allez, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Voilà.